Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne donc le management des groupes restreints, donc qui fait partie de notre série de vidéos concernant le management. Et donc c'est l'avant-dernière vidéo concernant, disons, le sujet qui préoccupe tout ce qui peut être dans le management opérationnel. Alors, débutons et voyons un petit peu ce que c'est que des groupes restreints. Donc il y a plusieurs types de management. Donc il y a le management stratégique et le management dit opérationnel. En général, on va se retrouver avec des groupes plutôt petits, donc restreints, qui se situent entre 6 et 12 personnes. Évidemment, ça peut monter un peu plus, mais généralement, on fait des groupes de cette taille-là parce qu'on peut mieux les gérer, tout simplement. Donc ici, ça concerne vraiment le management de terrain. Donc quand je dis restreint, et d'après donc Lewin qui a fait des recherches sur ce type de groupe, a priori, ça ne devrait pas dépasser 12 personnes. Mais on peut envisager d'aller plus haut jusqu'à 20-25 personnes. Au-delà, ça devient un peu plus compliqué. Il faut passer par des relais et des choses comme ça. Donc des relais avec des, comment dirais-je, des cadres qui vont encadrer ces fameux groupes restreints. Et là, vous passez à un niveau au-dessus et la gestion est un peu différente. Donc moi, ce qui me préoccupe, c'est surtout ce qui se passe sur le terrain et comment on fait pour gérer le terrain sur des groupes, allez, de 6 à 12 personnes. Ça, c'est la théorie. On peut passer jusqu'à 15, 20, grand maximum. Alors, quelles sont les caractéristiques des groupes? C'est leur composition. Donc, comme je l'ai dit, donc 6 à 12 personnes max. Enfin, ça, c'est un peu la théorie. Alors, les catégories, il y a des groupes dits naturels, que sont la famille. Alors, ne prenez pas ça au premier degré. Hein. Il s'agit de donner, en fait, une consistance à la définition naturelle de ce qui se rapproche le plus de ce qui pourrait être une famille avec des liens très forts, en fait. Donc, liens sans choix personnel. C'est-à-dire que là, c'est les liens familiaux. Vous ne choisissez pas, c'est héréditaire, en fait. Hein. C'est génétique, si je puis dire. Alors, les groupes artificiels, c'est les groupes qui vont se constituer de façon complètement aléatoire, donc par des circonstances simplement, donc comme un camp de vacances. D'accord. Donc là, ce sont des lieux sans choix personnel, c'est-à-dire que vous ne savez pas très bien où vous allez arriver. Donc vous arrivez dans un gîte, par exemple, et vous allez faire un repas avec des gens que vous ne connaissez pas. Et donc vous allez constituer un groupe de façon implicite. Ça va? Le momentané, ce sont des groupes de discussion. Donc alors là, vous ne choisissez absolument rien du tout. Vous vous retrouvez dans une situation, donc dans un camp de vacances, il y a quand même un choix, le choix du lieu, par exemple. Là, c'est vraiment, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne prévoyez pas absolument de faire partie d'un groupe. Donc, vous vous retrouvez au milieu d'une discussion, tout simplement. Donc là, le groupe de discussion. Donc, ce sont des liens personnels. Donc, c'est-à-dire des discussions avec des gens que vous connaissez pas forcément, hein, d'ailleurs, mais ce sont des choix personnels. Avec application sélective, c'est-à-dire que vous décidez de rester ou pas, tout simplement. Et le persistant, donc c'est un groupe très fort, et on va retrouver en fait le groupe naturel, c'est-à-dire la famille. Par contre, il est artificiel en fait ici, hein, donc ce sont des liens avec des choix personnels. Dans le cas du naturel, il n'y a pas de choix de notre part, c'est vraiment, nous sommes appliqués sans vouloir. Quoi. Là, le gong, c'est un exemple. C'est pour dire, on a choisi d'être là-dedans. C'est, par exemple, les personnes qui font toute leur carrière dans une entreprise et qui font corps avec leur entreprise. Donc, il y a une application immersive. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience d'appartenir à, entre guillemets, une famille. D'ailleurs, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans les gens qui sont fort impliqués dans leur entreprise. Un peu comme ce que vous avez en Corée, avec les grosses sociétés comme Samsung, Hyundai, etc., ou au Japon avec Sony, Toyota, etc. Donc on essaye de créer vraiment cette culture très forte qui devient un peu la famille. Mais bon, dans les pays asiatiques, c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a une forte interdépendance entre la vie professionnelle et la vie tout court. Hein, et parfois, ils sont logés dans
dans des, comment dire, des villages qui sont consacrés simplement à cette entreprise. Donc tout est consacré à cette entreprise. Donc on va plutôt se concentrer sur les trois derniers, puisque le groupe naturel, où il n'y a pas vraiment de choix personnel, n'est pas pour nous de façon intéressante, puisque le management va, comment dire, prendre en compte cette spécificité et il va essayer de l'intégrer dans le management. Le management étant la manière dont vous allez envoyer des consignes à ce groupe pour obtenir un objectif. Voilà, donc j'ai désigné ça comme le groupe entreprise. Alors, qu'est-ce qui va avoir comme caractéristique complémentaire, si je puis dire? D'abord, c'est l'homogénéité des valeurs, donc c'est-à-dire la culture d'entreprise. À savoir, est-ce que la culture est intégrée ou pas dans le groupe? Évidemment, si vous avez des groupes d'intérimaires, ça ne se gère pas de la même façon, puisqu'ils n'ont pas forcément intégré la culture de l'entreprise, par exemple. Par exemple, les stagiaires, ce genre de personnes. Donc ça, il faudra en tenir compte. Le niveau intellectuel et ou de réflexion que vous avez. Alors, pourquoi j'ai mis et ou de réflexion? Parce que le niveau intellectuel, c'est pas forcément une construction culturelle, si je puis dire, c'est-à-dire être un érudit dans tel ou tel domaine. C'est aussi avoir cette capacité de réflexion, c'est-à-dire qu'un ouvrier de base, n'ayant pas de diplôme aucun, peut très bien avoir un excellent bon sens et un excellent esprit de réflexion, une perspicacité vraiment très aiguë. Ce qui n'est pas forcément le cas de personnes dites cultivées, mais qui ont une mémoire astronomique des choses, mais qui n'ont pas la capacité à interpréter en fait ces données. Donc voilà un peu ce qu'on veut dire. En gros, ici, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que la personne a la capacité de la remise en question et sa capacité à apprendre des choses nouvelles, c'est-à-dire à intégrer ces changements. Donc justement, capacité à intégrer donc des idées neuves. Donc là, c'est pas vraiment le changement qui est appliqué, c'est simplement l'idée, donc la capacité à imaginer, si vous préférez. Ça va, donc ça, il faut savoir si votre groupe a l'habitude d'intégrer des idées neuves. C'est plus facile dans une start-up que dans une banque, par exemple. Une banque classique, hein, j'entends. Alors, identification des leaders. Alors ça, on verra par un exemple. Par une expérience qui a été faite sur des rats et qu'on a extrapolé aux êtres humains, puisque les rats, d'un point de vue sociologique, se comportent un peu comme des humains, avec des liens peut-être un peu plus forts que les humains d'ailleurs, mais enfin, ils ont à peu près la même structure sociétale, si je puis dire, que les humains. Donc, identification des leaders, donc c'est-à-dire savoir qui influence qui, en quelque sorte. C'est un peu ça qu'on cherche à savoir dans un groupe. Alors, on verra aussi qu'il y a un phénomène. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une véritable caractéristique, mais on peut le retrouver absolument dans tous les groupes, mais il y a un nivellement des comportements. C'est-à-dire qu'il y a une pression sociale qui agit sur les comportements des personnes, notamment par la culture d'entreprise, hein, donc par le système de valeurs qui existe, et qui peut influencer le comportement, c'est-à-dire qu'il peut faire pression sur le comportement. En dehors du fait d'idées neuves, par exemple, mais simplement le comportement au jour le jour peut se orienter en fonction de la culture d'entreprise, par exemple. Donc je prends l'exemple ici du panier de crabe. Bon, pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est que le panier de crabe, un panier de crabe est ouvert complètement. Dès qu'il y a un crabe qui tombe dedans, le second qui arrive, le premier l'empêche de remonter et de sortir, tout simplement. Donc voilà un petit peu l'idée du panier de crabe d'un point de vue du comportement dans les groupes. Alors, justement, donc, je voulais revenir un peu à cette expérience des 5 rats. Alors, cette expérience, c'est une étude dynamique des groupes, c'est-à-dire voir un peu comment les groupes vont se comporter et comment est-ce que les structures demeurent ou pas. Est-ce qu'elles restent dans le temps. Donc, émergence des rôles de leadership dans les petits groupes sociaux. Donc, on prend des groupes de 5 rats mâles qui ont été placés dans des cages séparées. Donc, les chercheurs ont observé comment les interactions sociales et les hiérarchies se formaient naturellement au sein de chaque groupe. Et donc, de manière remarquable, malgré les différentes compositions de départ, les mêmes structures sociales
émerge en fait dans presque tous les groupes. C'est-à-dire que si vous reformez des groupes, vous retrouvez la même structure sociale. C'est ça que ça veut dire. Ça va. Donc un rat dominant, donc la structure c'est celle-là, un rat dominant qui est le leader, un ou deux rats sous-dominants, donc qui est le, comment on va dire ça, le subalterne, mais qui a un pouvoir. Et puis vous avez les rats dociles et soumis, qui eux n'ont qu'un pouvoir et subissent cette fameuse pression sociale, si je puis dire, mais qui est plus orientée sur un dominant. Et donc les chercheurs ont conclu que même chez les rats, les dynamiques de groupe et les hiérarchies de dominance forment de manière prévisible et récurrente. C'est-à-dire que si vous changez la donne, donc si vous enlevez par exemple le rat dominant et le rat sous-dominant, là, le deuxième, eh bien, il vous reste deux rats et vous prenez des autres rats qui, eux, sont aussi dociles, donc avec d'autres rats dociles. Donc vous fabriquez apparemment un groupe avec rien que des rats dociles et on se retrouve avec une structure qui est reconnaissable avec la structure de base. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un leader, un ou deux sous-leaders, et puis des rats dociles qui, eux, sont vraiment dociles, si je puis dire. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une récurrence, en fait, dans cette manière prévisible. Et on a extrapolé ça sur les êtres humains, parce que nous sommes des animaux grégaires, en fait, et donc nous voulons toujours nous regrouper, et suivant, disons, les caractéristiques ou la personnalité des individus, fait qu'on va retrouver à peu près ce système-là. Alors, méfions-nous, là, ce sont plutôt des leaders dits charismatiques, hein, c'est-à-dire des leaders qui, par leur autorité naturelle, font qu'ils deviennent leaders. Dans notre pratique humaine, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des leaders légitimés par une structure. Hein, si on a désigné un tel pour être chef, même s'il n'est pas capable d'être chef, il est considéré comme chef, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais simplement pour vous expliquer que même dans un groupe qui apparemment est nivelé, donc vous avez a priori, par exemple, vous dirigez un groupe de comptables, et vous avez 10 comptables, et vous pensez que vous avez 10 personnes qui ont le même niveau, si je puis dire, en termes d'autorité naturelle. Or, c'est sans doute faux, et c'est à vous de détecter où se trouvent les leaders. Donc, sur 10, il y en aura un ou deux. D'accord ? Il peut même y avoir des conflits leaders. Enfin, je ne vais pas trop entrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est simplement pour vous donner des bases pour que vous puissiez reconnaître comment fonctionne un groupe et vous puissiez agir sur le groupe, ou tout de moins avec le groupe. Et donc cette expérience reste une référence classique, hein, c'est pour ça que je vous dis qu'on la considère, pour illustrer donc les phénomènes d'établissement des rôles et des leaderships dans les groupes sociaux restreints. Alors, la pression sociale, elle, donc c'est une théorie d'influence donc, qui a été faite en 1958, et on va retrouver 3 processus à peu près à chaque fois. Donc le premier, c'est la soumission, c'est un peu ce qu'on vient de dire avec les rats dociles, donc se conformer par le désir d'éviter des sanctions. Donc il y a des personnes qui n'aiment pas prendre de risques et qui préfèrent obéir, sans réfléchir même parfois, et parce que c'est beaucoup plus facile, tout simplement. Alors, l'identification, donc se conformer pour obtenir l'approbation d'autrui. Donc là, ce sont les personnes qui vont bien faire les choses pour avoir un aspect positif dans leur vie. Hein, donc on va leur dire que c'est bien, ou ils vont avoir des primes, enfin, il y a toutes sortes de motivations qui font avancer ce genre de personnes. L'intériorisation, donc se conformer car les normes sont en accord avec ses propres valeurs. Donc évidemment, si vous rentrez dans des structures comme l'armée, il faut que vous soyez prêt avec vos valeurs. Si vous êtes un anticonformiste et avec une personnalité qui n'accepte pas l'autorité, ça sert à rien d'aller dans la gendarmerie, chez les militaires, les policiers ou même chez les fonctionnaires. Encore que les fonctionnaires, c'est un peu plus relatif. Mais voilà, donc il faut bien faire attention à cette perspective. Donc la pression sociale va se jouer sur la soumission, donc l'identification. Donc ça va être les règles, quelles sont les règles et comment je fais
pour, comment dire, m'adapter à ces règles. Ça va? Donc c'est ça que la pression sociale va jouer un rôle important. Et l'intériorisation, donc c'est se conformer aux normes. Donc il faut reconnaître ces normes. Autrement dit, en ayant cette idée-là, vous pouvez, lors de la sélection des personnes, c'est-à-dire du recrutement, tenir compte de ces trois éléments-là, parce qu'il faut que les personnes puissent s'intégrer. Hein, chez Toyota, par exemple, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, on fait faire une formation, par exemple, sur l'histoire de Toyota, alors que les gens sont là pour gagner de l'argent en montant des voitures. C'était ça leur objectif. Ce que Toyota veut, c'est que ces gens s'impliquent dans Toyota et donc dépassent un petit peu le cadre de simplement gagner de l'argent en montant des voitures. C'est gagner de l'argent en montant des voitures Toyota. Et donc, si vous passez le cap de cette formation, parce qu'il y a une évaluation à la fin, donc il y a à mémoriser en fait l'historique de Toyota, c'est simplement, c'est pas pour savoir, c'est pas pour comment dire, c'est pas pour évaluer la capacité des gens à retenir l'histoire de Toyota, pardon, mais c'est simplement pour savoir si ces gens peuvent dépasser cette embûche et montrer ainsi leur motivation à entrer dans la, entre guillemets, famille Toyota. Voilà pour que vous ayez un peu une idée de cette pression sociale, qui est un élément extrêmement important. Alors, il y a eu un exemple assez parlant que vous pouvez retrouver sur le net. Bon, je ne l'ai pas mis ici, hein, donc, enfin sur YouTube, pardon. Il y a des expériences comme ça qui ont été faites et vous pouvez visualiser ça très très bien. Donc, c'est des participants qui devaient se prononcer sur la longueur de ligne et après avoir entendu... il y a des gens qui sont dans le groupe, mais qui sont des comparses, en fait, des chercheurs. Ça va, et qui sont là pour influencer les gens. Donc, donner délibérément des réponses incorrectes. Donc, ils savent que c'est faux, quoi. Mais... donc, c'est-à-dire qu'on va en mettre une majorité, quoi. Et eux, les gens qui disent, qui ont du bon sens, hein, parce qu'ils voient bien que c'est faux, eh bien, ils sont en minorité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un temps, en fait, la pression sociale joue tellement fort que les gens changent d'avis et disent qu'en fait, ben non, en fait, effectivement, ils sont tous de la même longueur, alors que c'est faux. D'accord? Donc, la pression sociale, c'est aussi un phénomène qui fait que on a tendance à vouloir se conformer aux normes. C'est-à-dire, même si on a un avis personnel, quelquefois, on se dérobe à cet avis personnel pour atteindre un autre objectif, tout simplement. Tu vois? Donc ça, il faut en tenir compte. Ça va aussi jouer sur le management de groupe. Quelquefois, de manière positive pour vous. Donc ça, c'est à voir comment vous allez vous en servir, évidemment. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en servir à outrance et dans des aspects négatifs, hein, genre propagande, mais disons que quelquefois, il faut pousser un petit peu à la charrette pour que ça avance, quoi. Alors, on va prendre en compte donc l'expérience de résistance au changement de Lewin, donc qui a été faite en 1943, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui avait, disons, un objectif assez précis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de viande pour tout le monde, hein, puisqu'il y avait un effort de guerre à faire. Et donc l'idée, c'est qu'aux États-Unis, ils ne consomment pas trop des abats, hein, donc genre fricadelles, genre saucisses et ce genre de choses, ou des langues de bœuf, langue de porc et tout ça, c'est pas trop leur truc. Hein, eux, c'est des mangeurs de viande, côtelettes, parties du bœuf. Moi, je connais pas trop, mais bon, voilà. Et donc, il n'y avait pas assez, si vous voulez, pour nourrir les soldats qui étaient partis se battre en Europe, avec aussi des rations pour les Européens. Et donc, il fallait changer les mentalités et les convaincre d'avoir cette nourriture, si je peux dire, donc des abats. Et le tout était de savoir comment on pouvait faire pour changer un petit peu cette culture, en fait. Donc le constat, donc changement des habitudes alimentaires, donc chez les ménagères de petites villes, donc aux USA. Et donc, c'est ce que je viens de dire, donc faire consommer des abats pour éviter le rationnement dans d'autres morceaux, voilà. Et donc, les moyens utilisés,
donc ça c'est dans l'étude, hein, c'est des conférences magistrales. C'est un peu ce qu'on fait, nous, en entreprise. On va, bon, moi j'aime pas trop ça, mais bon, voilà, ça se fait. On va sensibiliser le personnel. Je trouve que c'est pas très efficace, mais bon, voilà. Donc on fait simplement une présentation avec des diapos, machin, truc, et on pense que ça suffit pour influencer, disons, les personnes. Donc il va y avoir aussi donc des exposés et des discussions, et cet ensemble-là nous donne comme résultat en fait un pourcentage assez faible de convaincus avec passage à l'action, c'est-à-dire qui décident de consommer ces fameux abats. Donc 3% pour les conférences magistrales, donc il y a peu d'interaction, et par contre, dès qu'on voit qu'il y a une interaction, donc on a 30% donc exposé et puis discussion avec les personnes, donc il y a 30% de gens qui vont se laisser convaincre, si je puis dire. Alors, sur la deuxième partie, donc là, c'était une consommation d'huile de foie de morue et de jus de fruits par les bébés de femmes récemment accouchées, donc ce qui n'était pas dans les habitudes de l'époque, et donc garantir une meilleure santé par la gestion des aliments, ça c'est un peu l'objectif qui était visé, et les moyens utilisés, donc là c'est un conseil par un médecin, donc on demandait aux médecins de favoriser ce genre de choses. Donc pourquoi un médecin? Tout simplement parce qu'il y avait une représentation de l'autorité, autorité au sens, comment dire, euh, autorité acceptée, hein. C'est pas autoritaire, c'est autorité dans le sens, il a la connaissance. Si vous allez voir votre mécanicien, c'est lui qui a l'autorité, si vous voulez. Hein, c'est lui qui sait que, bon, comment on fait pour réparer un moteur, c'est pas forcément vous. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et alors, il y avait une autre façon de faire, qui est le groupe de prise de décision, et là, on se retrouvait avec des taux de 85 à 100%. Donc, le conseil de médecin, c'est quand même efficace, hein, 40 à 50%. Donc, la moitié des gens acceptaient, ou des femmes dans l'occurrence. Mais quand il y avait des groupes de discussion, c'est-à-dire des échanges fournis avec des réponses, alors là, on monte très très haut. Ça va? Alors, dit comme ça paraît assez facile. C'est simplement un constat, hein, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, mais pour vous montrer l'évolution en fait de la performance, en fait, comment on peut faire pour convaincre des gens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, en conclusion, pour convaincre des personnes, c'est assez simple. Il faut discuter avec elles. Alors, ce qui n'est pas dit là-dedans, c'est que ça prend du temps. Puisque quand vous allez faire le groupe de discussion, certes, pendant la discussion, il va y avoir des échanges, mais surtout, ce qui est très important, c'est que l'après-discussion, il va y avoir des réflexions. Des réflexions et des interactions que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire qui vont se faire devant la machine à café, sans que vous soyez présent. Et c'est là où l'impact est extrêmement important. Voilà, et donc le taux de convaincu avec le passage à l'action. Alors, les explications que l'on peut donner. Alors, tout d'abord, dans des groupes restreints, les personnes participent plus facilement. C'est pour ça que je vous ai dit en préambule, on peut aller jusqu'à 20-25 personnes. Si les 25 personnes s'entendent bien, c'est pas trop un problème. Par contre, s'il y a des écarts ou des différences très importantes dans les 25 personnes, par exemple, si elles ne sont pas situées dans les mêmes lieux, c'est un peu plus compliqué. Ils sont dans des, je sais pas moi, on va dire des ateliers différents, par exemple. C'est déjà un peu plus compliqué. Mais plus le groupe est petit, et moi j'ajouterais même localisé, c'est-à-dire qu'il se trouve sur un espace occupé par ces personnes, donc ils peuvent communiquer très rapidement, eh bien, ça peut être d'autant plus facile ou d'autant plus difficile. Hein, si vous avez des groupes de rebelles, c'est un peu plus compliqué. Alors, ici, la facilité, c'est que comme le groupe est restreint, vous pouvez identifier très facilement les personnes. Et il y a un sentiment de confiance dû à cette pression sociale, puisque le groupe est extrêmement petit. Ça va? Et donc, il y a une confiance qui peut s'établir. Alors, la confiance, c'est toute relative, puisque théoriquement, les échanges sont plus directs, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une confiance absolue partout, tout le temps.
Parce que là, vous aurez la fameuse théorie des 5 rats qui s'applique, et là, vous aurez des dociles qui ne vont pas forcément s'exprimer, qui ne vont pas forcément se libérer de leur pensée, ou qui vont simplement obéir aussi, hein, c'est possible aussi. Expression plus libre, donc les questions sont éludées. Hein. Attention ici, il faut mettre des réserves quand même, parce que tout ça est vrai. Hein, petit groupe, vous aurez plus de facilité, on va dire ça comme ça. Mais l'expression plus libre, c'est aussi de la part de l'animateur du groupe. Hein, c'est la personne qui conduit le groupe qui va commencer à maîtriser un peu les échanges et tout ça. Par exemple, s'il commence à tutoyer les personnes, peut-être que ça va faire une différence. L'aspect vestimentaire peut jouer, par exemple. Si vous mettez une cravate et un costume 3 pièces, alors que vous adressez à des ouvriers, il peut y avoir des symboles qui font que, bon, voilà, il y aura des réserves. Hein, il ne faut pas se lâcher, si vous voulez. Vous voyez que c'est assez... c'est pas toujours aussi simple. Donc, aussi, la prise de décision est plus facile, enfin, plus directe, en tous les cas. Donc, les questions sont éludées, donc on peut rassurer plus les personnes, hein, puisqu'on va vraiment en profondeur à ce moment-là. Donc, on peut lever les objections par les participants eux-mêmes, d'ailleurs, hein, qui peuvent trouver des solutions. Donc, c'est ça que ça veut dire aussi. Et la pression sociale, donc il y a un conformisme qui va s'établir, hein, puisque ici la pression est d'autant plus forte que le groupe est petit. Hein. Plus le groupe s'élargit et plus cette pression sociale est faible. Enfin, la force diminue en tous les cas. C'est une autre stratégie, hein, mais nous on va rester sur cet aspect de petit groupe. Alors, les conclusions de Lewin, c'est que, en fait, il est plus facile de modifier les habitudes d'un groupe que celles d'un individu pris isolément. Hein, si vous essayez de prendre individu par individu et de le convaincre, qu'est-ce qu'il fait? Quand il retourne dans son groupe, il va aller demander l'avis du groupe, tout simplement. Quoi, hein. Donc, il vaut mieux prendre le groupe tout de suite. Alors, théorie de l'équilibre quasi stationnaire. Ça veut dire qu'il y a un équilibre précaire de relation au sein du groupe. Et puis les émotions vont jouer, notamment lors c'est ce que je disais un peu avec l'animateur, hein, c'est l'éloquence aussi qui peut entraîner donc le basculement d'une décision qui a été prise précédemment. Donc même si on a quelque chose d'assez stable, on peut faire basculer une décision par simplement des mots. Si on était sur Internet, on dirait qu'il y aurait des mots-clés, et c'est le cas, qui font un peu basculer les personnes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut... Mais pour faire ça, il faut bien connaître ce groupe. Il faut connaître comment le groupe fonctionne, comment il se constitue, où se trouvent les leaders, de manière à pouvoir les interloquer et voir comment eux réagissent par rapport à ce qui a été dit. Puisque donc, le meneur, en quelque sorte, va amener les autres un peu dans cette direction-là. Tout ça se fait avec doigté, évidemment. Et ça, c'est ce qu'on va appeler donc la dynamique de groupe. Donc, c'est-à-dire cette modification en fait qui se fait au cours du temps. Donc convaincre, c'est veiller à ne jamais augmenter la pression dans le sens du changement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire peur aux gens, il ne faut pas les mettre dans des situations compliquées. Donc ceci risque de bloquer et ou de générer des conflits. Donc plus vous allez entrer dans un sujet de changement de façon brutale et plus vous allez bousculer en fait les idées des gens. C'est-à-dire que quand vous vous adressez aux personnes, il faut qu'ils puissent imaginer la situation et notamment une imagination positive par rapport à ce que vous allez suggérer. Et donc, on revient toujours au même point. De toute façon, je vais répéter plusieurs fois dans la vidéo ce leitmotiv, c'est qu'il faut bien connaître le groupe auquel vous vous adressez. Si vous vous adressez à des ouvriers, c'est une chose. Si vous vous adressez à des cadres, c'est un peu autre chose. À des employés, c'est encore autre chose. À des commerciaux, c'est encore autre chose. Chaque groupe comme ça a sa propre culture, même si elle fait partie... si chacun fait partie d'une entreprise avec une culture. Alors, modifier pas à pas les normes internes du groupe. Donc, c'est convaincre sur des objectifs faibles. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Donc, ça prend du temps, tout simplement. Mais tangible. C'est-à-dire que pour les participants,
Exemple, mise en avant des témoignages validant les dires. Et donc, appliquer la règle des 5 oui sur les objectifs servant de levier. Donc, les choses faciles, simples, compréhensibles par le groupe, afin d'obtenir un pourcentage significatif de l'objectif principal. Alors, quand utiliser cette méthodologie? Donc, dans une réunion de préparation, par exemple. Donc, lors de cette réunion de préparation, donc élaboration de projets, changement, sensibilisation, enfin tous les types de réunions qu'on peut avoir dans une entreprise, les groupes collaboratifs, donc résolution de problèmes, task force, suivi de projet, donc voilà. Donc, convaincre ne se réalise qu'en plusieurs étapes. Donc, ne pensez pas que parce que vous faites une réunion, vous allez obtenir un résultat directement. Alors, stratégie dans l'entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce qu'on cherche à faire, nous, en entreprise, c'est le passage à l'action, c'est-à-dire décider, les gens, convaincre, mais qui passent à l'action, en fait. Et donc, pour faire ça, il faut que le message soit compréhensible par les personnes. Donc, les gens doivent comprendre ce que vous voulez dire. Une fois qu'ils ont compris, il faut qu'ils puissent être rassurés, parce qu'on est sur des domaines qui modifient, en fait, leur quotidien, souvent, dans le changement. Un peu ce qu'on a vu avec les groupes de Lewin. Et donc, la troisième étape, donc si les 2 premières étapes ne sont pas satisfaites, n'allez pas plus loin. Puisque si vous vous plantez, en quelque sorte, sur les 2 premières, la troisième va être faite au mieux à 50%, et au pire va agir même contre l'objectif que vous allez faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rebelles, des objections, des grèves, des conflits en quelque sorte. Donc ne passez pas à la troisième étape si les 2 premières ne sont pas... Donc comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à vous de questionner les personnes pour voir si elles ont bien compris ce que vous vouliez passer comme message. Et poser des questions également sur le fait, est-ce que plus il y a d'objections, mieux c'est. Ça va? Ça veut dire qu'ils ont des craintes et vous répondez aux objections. Ce qui fait que vous les rassurez. Si vous ne répondez pas à leurs objections, eh bien, comme je viens de le dire, le passage à l'action, il va être au mieux tronqué, quoi. Maintenant, supposons que tout se passe bien et qu'il y ait une majorité de personnes qui passent à l'action. Vous allez recréer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que la pression sociale va revenir, parce qu'ils vont appartenir au groupe de personnes qui avancent, qui font quelque chose. Et vous créez, si vous voulez, une espèce de nouvelle dynamique de groupe, hein, c'est un peu ça l'objet de la vidéo, hein, du management de groupe, c'est-à-dire que vous les emmenez vers quelque chose de différent de ce qu'ils connaissaient avant. Hein. On n'est pas dans la tradition, on est dans la perspective de futur, d'action future. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Et enfin, donc, être reconnu. Alors, il faut aussi qu'à un moment donné, on reconnaisse les individus. Donc, d'abord les groupes, et puis les individus dans les groupes. D'accord? Donc ça se fait aussi étape par étape. Donc, si vous passez de la base vers le dessus, bah, vous vous motivez, hein, puisque vous entretenez en fait la motivation. Par contre, si vous ne répondez pas aux questions, s'ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance, c'est qu'ils sont en train de se démotiver. Toyota, notamment, un indicateur clé très important qui est le nombre d'idées produites par individu. Ça va? Donc si le nombre d'idées par individu de l'ensemble d'une entreprise, d'un site, diminue, bah, c'est que la démotivation est en train de s'accélérer. Et alors là, c'est pas bon. Et vous voyez le PDG accourir vite fait, bien fait pour voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le groupe lorsqu'on va présenter quelque chose de nouveau? Ben, tout d'abord, une fois que vous avez fini votre présentation, ce qui se passe, c'est que, en moyenne, hein, ici, c'est vraiment pour vous donner une image de ce qui se passe, c'est que vous aurez une minorité de gens qui vont être à l'écoute, donc ceux qui sont en noir, avec des t-shirts noirs. Eux, ils sont OK. Ils disent, ouais, bah, ouais, pourquoi pas, c'est pas mal.
Après, vous aurez une majorité, c'est les dubitatifs, ouais, mais bon, est-ce que vraiment... Ils se posent des questions, quoi. Ils savent pas trop, ils sont un peu en deux eaux, etc. Et puis, vous avez une minorité également de rebelles. Alors, ils sont pas d'accord. Alors, dedans, vous pouvez avoir des gens qui sont pas d'accord pour de bonnes raisons, d'autres qui sont pas d'accord juste parce que ils s'opposent à une autorité, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître le groupe, hein. Étape 3, les trois personnes qui étaient OK, on leur dit banco. Bon, là, comme vous êtes OK avec nous, et que bah, vous êtes d'accord, donc on ne dit pas aux autres, vous jette, hein, on dit simplement, écoutez, bah, aux rebelles, on dit, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé. Hein, les dubitatifs, bah, vous ne savez pas trop, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous aider éventuellement. Mais pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Par contre, les trois qui ont dit OK, on va s'en occuper à fond. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un risque. Ça va, ils ont pris un risque par rapport à la majorité. N'oubliez pas qu'il y a cette fameuse pression sociale. Donc, cet ensemble-là va faire pression sur ces trois-là. Ça va? Vous, en tant que manager, votre objectif est de mettre ces trois personnes dans des conditions maximales de réussite. OK? Donc, tous les moyens que vous avez envisagés pour encadrer cette modification, ce changement, vous allez les mettre en place. Quand je dis vous allez les mettre en place, ça veut dire qu'il y a une crédibilité du passage à l'action du manager. C'est-à-dire qu'on va réellement mettre des ressources, que je sais pas, informatiques, ce que vous voulez, quoi, des nouveaux bureaux, une formation, une prime, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est à vous d'imaginer, en fait, les aspects motivationnels de ces personnes. Et donc, on va partir du fait que ces trois personnes, j'ai mis tous les moyens, et surtout une assistance. Alors ça, c'est très très important, en leur disant, voilà, c'est nouveau, on a parfaitement compris que c'était nouveau, qu'il va y avoir des embûches, c'est tout à fait normal, mais il n'y a pas de souci, nous on est là pour vous aider, donc le moins de problèmes que vous avez, on met en place une formulation de remontée de problèmes, et on analyse ça, et on corrige, et etc. etc. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc évidemment la pression sociale va s'exercer, les rebelles vont exercer leur autorité, si je puis dire, et les dubitatifs, bah, ils vont aller chercher les infos, tout simplement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est la machine à café, donc ce sont des relations informelles. Donc si les personnes qui ont pris le risque disent, bah, écoutez, moi, ce qu'on m'a promis, je l'ai obtenu, formation, je l'ai obtenu, un nouvel ordinateur, je l'ai obtenu, quand j'ai un problème, j'appelle, tout se passe bien, et on avance, etc. Donc il faut que... C'est les prédicateurs, c'est vos prêcheurs à vous. Ça va, et ils auront plus de poids que vous. Parce qu'eux exercent la fonction, exercent l'activité que les dubitatifs sont susceptibles d'exercer. Et les rebelles aussi d'ailleurs. Donc le rebelle, ce qu'il va chercher, c'est essayer de démolir, évidemment. Hein. Donc plus vous aurez des atouts, et moins ils auront, eux, d'atouts dans leur manche. Évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Puisqu'il y a une pression sociale qui va jouer. Mais là, on la joue un petit peu dans le sens inverse. Parce que le dubitatif, en fait, il cherche son intérêt. Ça va, il ne sait pas trop. Mais quand il voit, lui, il a un vieux ordinateur, bah, il n'est pas toujours informé de ce qui se passe, on lui demande rien, etc. Il se dit, bah, tout compte fait, ça a l'air pas mal. Et donc, je me demande si je pourrais pas le faire moi aussi. Et Loum, patatrac, on dit aux prêcheurs, c'est-à-dire les gens qui ont accepté, bah, pourquoi tu vas pas voir le responsable? Moi, je pense qu'il est ouvert et qu'il va t'aider. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas pour toi. Et en général, c'est ce qui va se passer. Alors évidemment, tous les dubitatifs ne vont pas accéder, mais une majorité en général va passer à l'action. Et là, la pression sociale va s'inverser. Elle va devenir de plus en plus forte sur les dubitatifs et également sur les rebelles. Alors là, ce qui va jouer sur les rebelles, c'est le temps, en fait. De voir que bah, les autres progressent, donc c'est cette fameuse pression sociale. Les dubitatifs qui étaient encore un peu, comment dirais-je, qui freinaient un peu les cas de fer, qui, avec le temps, ont vu que bah, ça se passait bien, que ça se passait mieux, qu'il y avait des avantages, etc. En fait, l'ensemble du groupe qui est passé de l'autre côté, si je puis dire, va faire pression sur les rebelles. Et là, pareil, c'est le temps qui va jouer. Les rebelles, c'est beaucoup plus long. Et quelquefois, le temps est infini, c'est-à-dire que il y a des personnes... donc le rebelle peut passer au dubitatif, donc c'est un peu plus long encore.
Mais il y a des rebelles, hein, des rebelles que vous n'arriverez jamais. Alors, le rebelle qui n'arrive jamais, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ça, souvent, c'est une question qu'on m'a posée souvent. En fait, il n'y a pas 36 solutions. Vous êtes dans une entreprise n'est pas... alors, ça va être un peu choquant ce que je vais dire, mais c'est pas véritablement une démocratie, d'accord? C'est plutôt, comment vais-je dire, un groupe de militaires, si vous voulez. Ça va? Si tout le monde ne marche pas dans le même sens, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut taper sur les têtes pour que les gens avancent, hein, ça veut simplement dire qu'il faut les convaincre. Celui qui n'est pas convaincu, ben, quelque part, il n'a rien à faire là, quoi. Je veux dire, il faut lui donner l'opportunité de changer. Donc le rebelle, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Ben, on va lui proposer soit un autre poste, soit on va lui proposer, si c'est possible, ben, de partir tout simplement, mais de partir dans de bonnes conditions. Ça va. On va favoriser son départ. On va lui dire, écoute, tout simplement, bah, tu veux pas avancer avec nous, donc c'est que tu es, comment dirais-je, tu es récalcitrant ou bon, tu vois pas ton intérêt. Nous, on comprend tout à fait. Et je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, où tu vas aller travailler autre part, etc. Et on essaie de libérer cette personne de la manière la plus, comment dirais-je, honorable possible. Alors souvent, la question secondaire que les gens me posaient, oui, mais en faisant ça, est-ce que c'est pas logique, puisqu'il devrait suivre, il y a autorité, etc., etc. Ben oui, mais si vous faites ça, lui également, comment dire, il va influencer les autres. Si on vire la personne en le mettant en faute lourde, ou je sais pas quoi, euh, ou raison réelle et sérieuse, par exemple, vous créez une ambiance un peu, comment dire, négative. Hein, donc on l'a viré parce qu'il n'a pas suivi. Donc moi, demain, si je suis pas d'accord, on me vire également, et dans des conditions pas toujours agréables. Par contre, si on dit, bah, écoutez, cette personne ne veut absolument pas, ne voit pas son intérêt, etc., bah, nous, on comprend, et on s'en sépare dans les meilleures conditions possibles. Là, vous envoyez un signal en disant, ben, on ne jette pas les gens comme des Kleenex, tout simplement. Et donc, vous garantissez une certaine cohésion dans le groupe. Et même, je dirais, vous la renforcez. C'est quelquefois compliqué de convaincre. Là, j'ai toujours parlé de managers vis-à-vis de, entre guillemets, des subalternes. Mais quand vous vous adressez à des N+1, parfois c'est un peu plus compliqué. Hein. Pour les convaincre, on utilise plus ou moins les mêmes méthodes. Hein. Enfin, le processus est le même, c'est-à-dire qu'il faut connaître la personne avec qui vous allez négocier. Hein. C'est toujours le même principe. Donc voilà un peu pour le groupe. Hein. Moi, c'est ça qui m'intéresse ici. Et donc là, c'est il ne faut pas que les gens perdent la face. Ça, c'est très important. Alors, entretien du passage à l'action, donc dans la motivation. Donc là, quand vous allez présenter le message de modification, de changement, d'amélioration, enfin ce que vous voulez, de projet également. Et donc, on a une théorie donc, qui est la zone proximale de développement selon Witkowski, qui dit que si, en gros, il dit que si l'objectif est vraiment trop loin, donc c'est la zone proximale, c'est-à-dire la zone pour laquelle il n'est pas capable de l'intégrer, de l'imaginer, il va simplement dire c'est pas pour moi. Ça va. Donc, c'est pas forcément un rebelle dans ce cas-là, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas la capacité à imaginer, mais c'est pas de lui qu'il s'agit, c'est du manager qu'il s'agit. C'est-à-dire que le manager, c'est à lui de convaincre. Hein, on est bien dans cette démarche-là. C'est-à-dire que c'est à moi c'est pour ça que bien connaître le groupe signifie que je sais les images sur lesquelles je peux m'appuyer pour que ça reste dans cette fameuse zone proximale. C'est-à-dire de l'apprentissage de la personne. C'est-à-dire d'accepter quelque chose de nouveau. Donc si la distance est trop grande, le stagiaire abandonne. Enfin, le stagiaire ici, on considère que c'est de la formation, mais bon, c'est la même chose. Et donc il y a une perte de motivation. Alors, un élément aussi important en psychologie qui est le renforcement, qui est une théorie issue du théorie de processus de Skinner, qui est un psychologue behavioriste, donc du comportement, et qui explique la théorie du renforcement. Donc vous avez un renforcement qui peut être soit positif, soit négatif. Et là, ça se fait par apprentissage, bien évidemment. Ça va, toujours.
Et donc, si vous avez un stimuli positif, c'est-à-dire que si vous motivez, donc c'est ce que j'expliquais avec les conditions, ordinateur, formation, suivi, etc., et bien là, le comportement augmente. Donc, ça devient vos prédicateurs. C'est pour ça que j'avais utilisé ce terme-là. Donc là, vous avez un renforcement positif. Donc, plus vous allez agir, crédibiliser votre action, et plus le renforcement reste positif. Maintenant, dans le renforcement négatif, c'est l'inverse. Si vous envoyez des stimuli négatifs, plus vous envoyez de stimuli négatifs, plus le renforcement sera négatif. Ça va ? Et donc le comportement, évidemment, va s'accentuer de façon négative. Maintenant, à l'inverse, c'est ce qui est expliqué ici dans le schéma, c'est que si vous enlevez les stimuli négatifs, et donc ça doit faire partie de votre propre autorité, et donc il doit être ressenti par le groupe, bien évidemment, eh bien le comportement positif va augmenter. Ça va ? Ça, c'est en fait tout simplement parce que les groupes testent systématiquement l'autorité. Donc vous arrivez, vous faites une réunion de sensibilisation, ils vont tester pour voir ce que vous allez leur dire. C'est pour ça que les objections sont extrêmement importantes, ce sont des tests en fait. D'accord ? Et si vous leur dites, bah oui, mais là on ne va plus faire ça, si vous vous trompez, c'est pas grave, on est là pour rectifier le tir, dès que vous vous trompez, eh bien nous on envisage une solution avec vous, voilà. Et alors ça c'est des paroles évidemment. Il faut que ça se traduise par des actes, ça va, de votre part. Donc ici les actes doivent partir, donc si on veut un changement, si on veut convaincre, doivent toujours partir de l'autorité. Ça va ? Il ne faut pas que ça vienne de la base. Donc comportement positif par soulagement et l'abandon de stimuli négatifs. Alors l'extinction de ce renforcement positif, c'est le comportement positif diminue si on enlève les stimuli positifs. Alors il y a aussi un phénomène dit d'habituation, c'est-à-dire que la nouveauté du stimuli, donc stimuli positif, fait qu'il y a une motivation. Mais si vous laissez le stimuli, je donne un exemple vraiment basique, vous donnez une augmentation au 1er janvier, au 31 décembre de l'année suivante, votre salarié revient vous voir et il vous demande une nouvelle augmentation. C'est-à-dire qu'il avait un stimuli positif au début de l'année, il a fait toute l'année comme ça, il était très content, et puis il se rend compte à la fin de l'année que il serait un peu plus content s'il avait une augmentation l'année suivante, quoi. D'accord ? Donc il a oublié qu'il a déjà eu une augmentation. Je schématise, on est bien d'accord. Donc voilà pour l'exemple. Donc, et ça, c'est le phénomène d'habituation. Maintenant, il y a dans l'extraction du renforcement qui est peut-être négatif, c'est la punition. Donc le comportement positif diminue si on ajoute des stimuli négatifs. Donc si on commence à mettre des règlements très stricts, avec une application stricte également, des sanctions pour des pécadilles, qui souvent est conçu pour un renforcement d'autorité, et donc qui devient autoritaire et même de l'autoritarisme, voire du despotisme, voire etc., etc. Donc l'enchaînement. Là c'est au mieux, c'est un comportement positif qui diminue. Au pire, c'est les conflits. Les conflits, ça coûte cher à une entreprise, très cher. Mais même un comportement positif qui diminue peut coûter très cher à une entreprise. Bon, je ne vais pas développer ici parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais on peut retrouver ça dans le coût d'obtention de la qualité par des coûts dits adjacents et les coûts cachés des conflits. Bref, tout ça se fait comment ? Ça se fait par un apprentissage du comportement, et de connaître ce système, qui est assez simple en fait, vous permet de sortir de pas mal de situations compliquées, ou tout au moins d'être proactif par rapport à ces solutions qui pourraient être compliquées, notamment le fameux conflit dont j'ai parlé. Voilà, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire pour que vous puissiez l'utiliser à votre avantage en termes de management de petits groupes. Donc retenez quand même, bien connaître votre groupe, bien connaître les leaders, être crédible dans son action. Ce sont les éléments de base qu'on ne peut pas négliger. Alors il y a tout un tas d'outils en communication, triangle de Karpman, etc., qui peuvent vous aider, l'assertivité, enfin voilà, il y a plein d'outils comme ça qui peuvent vous aider dans la communication. Mais sur la base du groupe, c'est ça qu'il faut connaître pour pouvoir gérer un groupe correctement. Merci de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver sur la prochaine vidéo.